Ça, c'est Linkin Park. Et sur ces images, ils sont en train de jouer devant 13 000 personnes dans un stade de Birmingham le 6 juillet 2017. Les fans sont absolument émerveillés, comme à chaque concert du groupe. Certains ont même la chance d'approcher de très près Chester, le chanteur de la bande, alors que celui-ci descend dans la foule pour y interpréter One More Light et une version acoustique de Crawling. Ce concert semble banal, mais il ne l'est pas. Le groupe et l'ensemble des fans ne le savent pas encore, mais ce sera la toute dernière représentation de Linkin Park telle qu'on les connaît. Chester se donnera la mort 2 semaines après ce concert. Derrière lui, il laisse un empire. Des centaines de salles de concert remplies, plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde, premier groupe de rock de tous les temps à passer le milliard de vues sur YouTube, 10 albums tous certifiés et au passage très appréciés par les critiques, bref, un empire, rien de moins. Mais alors comment le groupe a-t-il réussi à construire une telle carrière? Qu'est-ce qui a rendu Linkin Park si différent? Je vous propose de plonger dans l'héritage incroyable du groupe, découvrons ensemble comment Linkin Park a changé le monde. On est en Californie en 1996 et 3 amis, Rob Bourdon, Brad Nelson et Mike Shinoda, décident de monter un groupe de musique. Ils sont rapidement rejoints par 3 autres musiciens et forment tous les 6 Xero. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment pour eux. Après un showcase absolument désastreux au Whiskey à Go-Go, une boîte de nuit de West Hollywood, le chanteur Mark Wakefield décide de quitter la formation. La bande se retrouve donc sans chanteur, ce qui est un peu problématique quand on fait du rock. Mike Shinoda est à ce moment-là en contact avec Jeff Blue, le directeur d'un label du nom de Zomba Records. Celui-ci le conseille de temps en temps sur les choix du groupe. Jeff est convaincu du potentiel de Mike et de la formation en général. Cependant, il sait qu'il leur manque quelque chose musicalement. Quand il apprend que Mark est parti, Jeff s'empresse de lui suggérer un nouveau profil pour la place de chanteur dans le groupe, un certain Chester Bennington. Alors, vu de loin, Chester, c'est pas une rockstar. C'est un gamin de 23 ans, maigre, avec des lunettes. Il ressemble clairement plus à l'intello de la classe qu'au chanteur principal d'un groupe de rock. En plus, il est déjà marié et enchaîne les petits boulots dans les cafés après l'arrêt de son ancien groupe. Bref, sur le papier, pas le profil idéal. Cependant, Jeff sait parfaitement ce qu'il fait. Il connaît le talent indéniable de Chester. Il l'a vu chanter dans son précédent groupe, Grey Days, un groupe semi-professionnel qui s'est arrêté il y a quelques mois à cause de problèmes d'ego et de tensions en interne. Ce soir-là, Jeff passe un petit coup de fil à Chester pour l'informer de la place disponible dans le groupe Xero. Chester est tout de suite emballé. Il sort de sa propre fête d'anniversaire le soir de ses 23 ans et se rend en studio dès le lendemain pour enregistrer ses voix sur la démo envoyée par Jeff. Le lendemain de l'appel, un dimanche de mars 1999, il rappelle Jeff et lui demande « Ok, j'ai terminé, quand puis-je rencontrer le groupe ?» Jeff rigole et le remet un peu à sa place en lui disant qu'il faudra enregistrer quelques démos supplémentaires avant de les rencontrer. Chester, dont l'ego est légèrement piqué, prit sa chaîne stéréo et la cassette qu'il avait enregistrée la veille et la joua très proche du combiné téléphonique. Le lendemain, à 9h, il avait obtenu un rendez-vous avec le groupe. Si Jeff Blue était convaincu du potentiel de Chester, les membres de Xero, notamment Mike Shinoda, qui ne l'avait jamais rencontré, l'étaient un petit peu moins. Ou plutôt disons que quand Chester arriva sur place, le groupe auditionnait déjà d'autres profils. Chester est un peu énervé. En toute modestie, il se considère meilleur que tous les profils qui auditionnent et malgré ça, il sent que les membres de Xero sont hésitants. Mais bon, le groupe a rendu sa décision finale et inutile de vous préciser qui sera sélectionné pour être le chanteur de Xero. Le groupe commence donc à répéter et à créer de nouvelles musiques. Il change de nom, passe de Xero à Hybrid Theory et les membres apprennent petit à petit à se connaître. À ce moment, Chester dort où il peut. Il est passé de Phoenix, en Arizona, à Los Angeles, en Californie, et n'a pour le moment pas de domicile fixe. Il vit sur les canapés de ses nouveaux amis, dans sa voiture ou encore dans le studio. Chester décrira plus tard cette situation en disant « C'était difficile. La seule chose qui me faisait avancer était de savoir qu'il se passait quelque chose de spécial. » Et heureusement qu'il se raccroche à ce sentiment car pour le moment, Hybrid Theory
enchaînent les refus. 44, c'est le nombre de réponses négatives qu'ils ont reçues de la part des labels. Aucun ne voulait leur donner leur chance. Jusqu'à ce que Warner accepte finalement de les signer. Ce qui est une bonne nouvelle sur le papier et une moins bonne dans la réalité. Déjà, Warner les oblige à changer de nom. Un groupe appelé Hybrid est en train de percer à l'époque, alors pour se différencier, Hybrid Theory devient Linkin Park. Et ce n'est pas le seul changement que Warner demande au groupe. Ils voudraient aussi avoir la main mise sur les musiques qui, pour l'instant, ne semblent pas leur convenir. Au passage, Warner voudrait aussi virer Mike Shinoda, pourtant fondateur de la formation. Chester s'y oppose extrêmement farouchement et tous les musiciens se remettent au travail, coupant le plus possible le contact avec les membres du label. Au bout de 4 mois de travail acharné en studio, le premier album du groupe est prêt. Linkin Park annonce au label qu'ils ne changeront rien à cet album et que s'ils ne sont pas contents, eh bien ils le sortiront sans eux. Heureusement, Warner accepte l'album tel quel. Hybrid Theory sort le 24 octobre 2000 et se vend à 47 000 exemplaires durant sa première semaine. Autrement dit, le succès du groupe est phénoménal. Linkin Park est différent. Différent sur tous les plans de tout ce qui se fait à l'époque et ce pour plusieurs raisons. D'abord, leur sonorité est différente. 3 éléments rendent le groupe musicalement unique et expliquent, avec des guillemets bien sûr, leur succès. D'abord, ils mélangent à la perfection le rock et le rap. Ce mélange n'est pas novateur. Des groupes de rock rap comme Faith No More ou Body Count sont assez connus à ce moment. Et Linkin Park va sans aucun doute tous les détrôner. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est le groupe le plus connu qui mélange ces deux styles. Ensuite, le nu metal très clairement présent dans la musique de Linkin Park est un style qui, fin des années 90 et début des années 2000, devient une musique beaucoup plus répandue que sur les périodes précédentes. Et enfin, dernier élément, les textes de Linkin Park sont assez différents de ce qui se fait à cette époque et dans ce style. L'approche de Mike et de Chester, qui écrivent tous les deux dans le groupe, est unique, profondément introspective, et cela parle à toute une nouvelle génération qui se sent concernée et touchée par leurs textes. Ce cocktail fait de Linkin Park un groupe aux sonorités nouvelles qui séduit immédiatement une large audience. Ça marque une première différence chez Linkin Park. Et ensuite, leur manière de travailler et de concevoir ce qu'est un groupe de musique, elle aussi, est différente. Dans la plupart des formations musicales, il y a un leader qui se charge de guider le reste du groupe. Parfois, certains membres n'ont carrément rien à dire sur le processus musical. Dans d'autres cas, moins extrêmes mais plus fréquents, chacun a une place bien définie dans le groupe et personne ne sort de son rôle. Mais pas pour Linkin Park. Le processus d'écriture est ouvert à tous, a affirmé Mike. Certains vendent jamais quelque chose, l'écrire, l'enregistrer, le mixer et le masteriser. Nous faisons tout à la fois, chaque chanson est dans un état constant de flux. Chacun des membres du groupe apporte une pierre à l'édifice de Linkin Park. Et si un seul membre venait à partir, la musique serait radicalement différente. Cette implication et cette manière de faire se ressent également dans leur visuel. Hopefully tomorrow by the end of the day. Mike Shinoda et Joe Han sont tous les deux passés par une des plus prestigieuses écoles d'art du pays et ils ont une vraie vision des artworks et de l'univers visuel qu'ils veulent construire avec le groupe. Cela impressionne d'ailleurs les gens avec lesquels ils travaillent sur la partie visuelle parce que Mike et Joe arrivent régulièrement avec des inspirations, des moodboards. Bref, ils montrent une vraie implication dans un aspect tout autre que celui de la musique. Ils font des crossovers inattendus pour l'époque, croisant par exemple la culture des jeux vidéo et de la musique. Si aujourd'hui ce lien est bien établi, à l'époque c'est assez novateur. Résultat, leurs clips et leurs pochettes d'albums se démarquent de ce qui se fait à l'époque. Toutes ces différences révèlent une chose sur Linkin Park. Le groupe est porté par une vision. Là où les autres font juste de la musique, Linkin Park construit un univers et prend des décisions artistiques et stratégiques portées par la vision commune de ce qu'ils veulent construire. Et cette vision justement se retrouve aussi dans leur manière de promouvoir leur art. Linkin Park.
back with a brand new album, Living Things. Le groupe s'implique beaucoup dans leur campagne marketing. Ils seront précurseurs notamment sur l'utilisation d'Internet. Ils profiteront des forums bien avant beaucoup d'artistes et auront une page YouTube avant eux également. D'ailleurs, ils s'amusent aussi à faire grossir leurs différents comptes, leur page Facebook comptabilisant en 2012 des millions d'abonnés, ce qui est clairement une prouesse. Très vite, Linkin Park comprend la puissance de ce qui est en train de se mettre en place avec Internet et crée Linkin Park Underground. C'est une communauté privée, payante, réservée à des fans assez engagés et elle se construit principalement via les réseaux sociaux et les forums. Cela permet aux fans d'avoir un espace d'échange juste entre eux, d'avoir accès à des éditions spéciales des albums du groupe, appelés les Linkin Park Underground, qui regroupent des remixes, des lives, des maquettes, bref, plein d'inédits du groupe, d'avoir accès également à des goodies réservés juste aux membres du club. Bref, c'est un vrai cercle inédit de fans qui se construit principalement virtuellement. Ils utilisent également les réseaux sociaux pour promouvoir la sortie de nouveaux albums. Pour Living Things, le 5e album du groupe sorti en 2012, ils créent un jeu de pistes en ligne. Oui, alors qu'on est seulement en 2012. Il dissimule des indices physiques dans les plus grandes villes du monde, mais le jeu sera promu uniquement via Twitter. Le 23 mai 2012, Mike Shinoda met fin à cette chasse au trésor en direct sur l'émission de Zane Lowe, diffusée sur BBC Radio 1, et le lendemain, le résultat de la chasse au trésor est publié. Il s'agit d'une nouvelle chanson qui vient compléter l'album. Allez, dernier petit exemple concernant toujours Living Things. Ils se sont associés à l'équipe de Formule 1 Lotus pour créer une application de course musicale sur iPad permettant aux joueurs de conduire une Lotus E20 au rythme de Burn It Down, le single de l'album. Bref, la finalité de tout ça, c'est que Linkin Park se réinvente en permanence et tente toujours d'aller plus loin pour se rapprocher de sa vision. D'ailleurs, un autre projet encore plus gros témoigne de cette envie de faire toujours plus, toujours mieux, toujours différemment. How y'all doing tonight? Last night at Project Revolution, we want to see you guys go crazy out there. Project Revolution, c'est une tournée estivale organisée annuellement. La tournée est orchestrée par Linkin Park et si bien évidemment le groupe joue durant celle-ci, il compose aussi la programmation avec plein de groupes, mêlant savamment les artistes hard rock et les artistes rap. Sur les différentes scènes, ils mettent en avant des artistes de différentes tailles, donnant la chance aux groupes moins connus de se produire sur des scènes relativement grandes. Évidemment, de grands groupes ou rappeurs se joignent aussi à la fête, comme Korn, Jay-Z, Snoop Dogg ou encore Chris Cornell, dont nous reparlerons bien sûr plus tard. Chester est un compétiteur par nature, mais il a cette particularité de vouloir toujours pousser les autres à aller plus loin dans leur propre projet. Il est toujours ravi d'aider. Alors donner une chance à des artistes moins connus qu'il adore, de donner un petit coup de boost à leur carrière en jouant à son festival, c'est pour lui un vrai accomplissement, une vraie source de fierté. Ok, avec tout ça, la vision de Linkin Park est très claire et il laisse une empreinte conséquente sur le monde de la musique. Mais vous me voyez venir, le groupe va aller encore plus loin. Mike Shinoda et les autres membres de Linkin Park sont beaucoup trop ambitieux pour se contenter de révolutionner seulement l'industrie de la musique. Eux, ils veulent avoir un impact, même minime, sur d'autres industries et en fait sur le monde de manière générale. Maintenant, ils ont les moyens financiers et humains de le faire, alors ils vont créer Machine Shop. Machine Shop, c'est une agence détenue et dirigée entre autres par Mike Shinoda qui, depuis le succès de Linkin Park, offre ses services de marketing à d'autres groupes de musique, mais aussi à des studios de cinéma ou à des réseaux de télévision. C'est une activité annexe à Linkin Park, mais nourrie par le succès du groupe. Parce que forcément, quand tu te présentes comme le leader de Linkin Park, les gens ont envie de bosser avec toi, encore plus au sein de l'industrie musicale. Sauf que en 2013, après les énormes coups marketing sur Living Things, Mike et le groupe ressentent un changement dans l'industrie. On sort doucement de la très difficile crise du disque, mais le modèle de streaming n'est pas encore stable, ni même vraiment accepté. Alors avancer dans l'industrie de la musique à cette époque, ce n'est pas une mince affaire. Mike, pour maintenir la société Machine Shop en vie, décide donc de la faire évoluer. Pour ça, il fait appel à la Harvard Business School. Ouais, rien que ça. La société
mute complètement suite à la restructuration faite par les équipes de Hardward. Elle passe d'une agence à 4 sociétés qui font 4 choses différentes, dont une devient un fonds d'investissement. Ne partez pas, je vais faire très simple et vous allez comprendre pourquoi c'est aussi important et en quoi ça nourrit la vision de Linkin Park. En très gros, le rôle d'un fonds d'investissement, c'est de financer la création ou le développement d'une entreprise qui a besoin d'argent pour se développer et qui ne pourrait pas exister sans cet argent. En gros, le fonds d'investissement permet simplement à Mike de mettre de grosses sommes d'argent dans des entreprises dans lesquelles il croit. Il investit par exemple dans Spotify, qui n'existe en Amérique que depuis 2 ans à l'époque, c'est donc un investissement assez risqué de sa part. Mais il investira aussi dans des sociétés qui n'ont rien à voir avec la musique et qui agissent par exemple dans le domaine de l'alimentation ou du transport. Bref, Machine Shop, donc Linkin Park en quelque sorte, est actionnaire dans beaucoup plus d'entreprises autour de nous que ce que l'on peut penser. Et je trouve ça assez fou et assez intelligent de leur part d'avoir utilisé leur argent et leur notoriété pour avoir de l'impact dans d'autres industries que celle de la musique. En dehors de ce fonds d'investissement, Linkin Park se sert aussi de sa notoriété pour soutenir des causes qui leur sont chères. Ils ont par exemple créé Music for Relief, une association caritative visant à aider les victimes de catastrophes naturelles et de sensibiliser au réchauffement climatique. Cette association est notamment nourrie financièrement par les concerts caritatifs que donne le groupe pour elle, ou encore par l'argent d'une partie des projets du groupe. Par exemple, pour chaque billet acheté pour Project Revolution, $1 est reversé à une association comme American Forest. Music for Relief a permis de soutenir les victimes de l'ouragan Katrina et Rita, des feux de forêt en Californie en 2007 ou encore du cyclone Sird au Bangladesh. Elle a aussi permis la plantation de 355 000 arbres. Linkin Park a donc incontestablement un impact sur le monde, celui de la musique évidemment, mais aussi simplement sur le monde qui nous entoure. Et malheureusement, le groupe va aussi avoir un impact sur un dernier domaine de la vie. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. Chester a toujours été ouvert à parler de santé mentale, de dépression et d'addiction à la drogue. Dans ses textes et ses interviews, il parle régulièrement de sa souffrance, de son sentiment d'impuissance parfois face aux démons qu'il combat. C'est très difficile d'un point de vue extérieur de comprendre. De loin, il est riche, il est connu, il est le leader d'un des plus grands groupes du monde, ce qu'il a toujours désiré être. Il a des enfants, une femme, mais la dépression se fiche royalement de tout ça. Elle se contente de vous miner de l'intérieur de manière sournoise, de vous enlever votre énergie et votre joie de vivre. Et vous pouvez peut-être faire semblant d'aller bien, de faire des concerts, de sourire, mais il n'en reste pas moins qu'au fond, elle est là. Le suicide de Chris Cornell, leader de Soundgarden et meilleur ami de Chester, perturbera énormément ce dernier. Le dernier album de Linkin Park, One More Light, est l'un des moins aimés du groupe, car ils se sont orientés vers des sonorités beaucoup plus pop, voire électro. Mais si vous vous penchez sur les textes écrits à la fois par Mike et par Chester, vous vous rendrez compte que c'est un appel à l'aide. Cet album, c'était malheureusement une sorte d'au revoir pour celui qui mettra fin à ses jours le 20 juillet 2017, jour de l'anniversaire du défunt Chris Cornell. I want you guys to sing it so loud that Chester can hear you. Are you ready to do that? Sa femme ouvrira Free and Red 20 Changes Direction pour sensibiliser les gens à ce qu'est la dépression, à quels sont les signes qu'une personne souffre. Sur le site de Linkin Park, le groupe inscrira un hashtag Make Chester Proud, indiquant différentes ressources pouvant aider les personnes en détresse. La mort de Chester est une véritable tragédie, une perte pour tous les fans de musique et pour le monde en général. Mais malgré ça, même après sa mort, Chester continue d'avoir un impact à sa manière. De par sa voix qui résonne encore dans les sons intemporels de Linkin Park, mais aussi de par sa tragique disparition qui contribue encore aujourd'hui à sensibiliser sur le sujet de la santé mentale et du suicide. Quicker, quicker, who cares if one more light goes out? Well,